Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. C'est la dernière de la semaine entre 18h et 19h30 ce soir, exceptionnellement, puisque c'est vendredi avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile. Ouais. En votre compagnie, ça va toujours bien. Et puis il y a du rugby après. Oui, c'est content. Il est content, Oui. hein, il est content. Il a mis son joli maillot, il est content. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu une alerte incendie. On est tous sortis, on a pris le ballon de rugby, on s'est fait des passes. Les gens des autres entreprises nous regardaient un peu bizarrement. Ouais, Ils ont vu l'ambiance Sud Radio. Mais vous savez que c'est une super anecdote, ça? Ah ben oui. C'est passionnant. Ah oui, mais... Non, mais c'est incroyable. Mais il a l'art. Franchement, il est extraordinaire d'intérêt. Mais vous ne deviez pas parler, pardonnez-moi, de mêler de ce qui vous regarde. Non. André Herrero. Non, mais on est plus tard. Je me suis permis de m'immiscer une seconde dans l'organisation. Absolument, des Philippe. animateurs. Et vous, après la conférence de Philippe Bilger, on pourra peut-être l'annoncer. Ça va, Philippe Bilger? Pardon, ma chère Cécile. Je vous en prie. Mais j'adore le vendredi. Oui, je sais. Et vous adorez le vendredi parce qu'il y a Virginie Calmels qui est avec nous. Bonjour Virginie. Merci d'être là, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Vous savez que cette émission est pour vous. D'ailleurs, ce sommaire de cette émission ce soir. Donc c'est un avertissement clair. Sans évaluation du budget, il y aura censure. Olivier Faure met la pression sur Sébastien Lecornu et sur tout l'exécutif. Et on vous pose cette question, menace de censure d'Olivier Faure, le KPS est-il capable de nous sortir de la crise? Vous dites non à 95%, et moi je dis qu'Olivier Faure, il est à l'heure du choix. Censurer pour satisfaire son électorat, ou ne pas censurer pour éviter une dissolution et éviter que ses camarades perdent leur poste. C'est la lutte des classes ou la lutte des places. Et puis la question du soir, c'est un véritable défi pour l'administration pénitentiaire, confrontée à une question d'équilibre entre le protocole, la sécurité et l'égalité de traitement depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Et c'est la question qu'on vous pose. L'incarcération de Nicolas Sarkozy perturbe-t-elle l'organisation de la prison de la Santé? Vous dites oui à 68%. Alors moi, je plains tous ceux qui doivent subir les bruits des détenus qui veulent gêner Sarkozy, parce qu'il y a les détenus, mais il y a aussi les voisins. Quand vous habitez à côté, que vous n'arrivez pas à dormir, c'est quand même pas très pratique. Et je me posais la question, si on le mettait sous bracelet électronique chez lui, sans remise de peine, ce serait peut-être pas une meilleure solution? C'est la question que l'on vous pose, 0826 300 300. En attendant tout de suite le débat sur le Parti Socialiste. Moi, j'appelle ce matin à ce que nous puissions constituer un front populaire avec des gens qui se respectent, des gens qui sont prêts aussi à faire fonctionner la démocratie en leur sein. Moi, ce à quoi j'appelle ce matin, c'est au rassemblement, à l'unité et à la clarté. Ce rassemblement, il doit se faire sur un programme qui est un programme clair, parce que c'est à ces conditions-là que nous serons en mesure de proposer une véritable alternative. La crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est cette question du jour, menace de censure d'Olivier Faure. Le PS est-il capable de nous sortir de la crise, Et je m'adresse à Virginie Calmels qui est... On sent qu'elle est dans... Elle est dans les starting blocks, justement sur cette information. Donc on entend de nouveau des liens, peut-être, entre la France insoumise, alors qu'il y a 3 semaines, c'était pas possible. Alors écoutez, en ce qui me concerne, j'avais déjà expliqué, je pensais que le recul sur la réforme des retraites était mortifère pour plein de raisons. Moi, vous le savez, je défends la cause entrepreneuriale. Je pense qu'on a besoin de stabilité, de visibilité, mais pas à n'importe quel prix. Parce que quand on commence à revenir en arrière sur une réforme fondamentale qui était quand même, je le rappelle, la seule réforme structurelle du quinquennat Macron et qui était une façon de nous remettre un petit peu dans les clous au niveau budgétaire, déjà c'est un recul qui pour moi était incompréhensible et très dangereux. Mais comme je le craignais, et Dieu sait que je l'ai dit, moi je pense qu'on aura la double peine. C'est-à-dire qu'ils ont reculé sur la réforme des retraites, mais pour autant, ce n'est pas vrai qu'il y avait une vraie stabilité. D'abord parce que, on le voit bien, le morcellement de cette Assemblée nationale fait qu'il ne peut pas y avoir de majorité claire. Et ensuite, le soutien du PS était conditionné à
tellement de choses. Il y avait qu'à lire leur contre-budget. Ils ne se contentaient pas de dire stop sur la réforme des retraites. Bon, en plus, on ne sait plus très bien où on en est, parce que quand on entend le président de la République, on a l'impression que finalement, c'est simplement un décalage d'un an. Et là, moi, je pense vraiment aux entreprises qui savent plus où elles ont la tête. Mais je vous assure qu'en ce moment, on le voit, même les entreprises qui vont bien, je le vois au sein de mes adhérents chez Croissance Plus, qui ne sont que des entrepreneurs en croissance. On a un ralentissement du carnet de commandes, on a une vraie baisse dans l'innovation, mais dans l'investissement et évidemment dans l'embauche. Donc tout ça va déboucher sur une crise économique qui est déjà là, mais qui va s'accentuer. Et pour autant, je pense que le PS ne va pas pouvoir, malgré tout, aller jusqu'au bout d'un soutien à ce projet de budget. Et donc on va vers une autre instabilité. On y est déjà, à mon avis, vu nos comptes publics. Quand vous voyez, on a quand même été encore déclassé. Plus personne n'en parle. Ça devient un non-sujet, la dette. On est tellement habitué maintenant. Mais non, mais c'est fou. Je veux dire, Bayrou avait réussi en juillet quand même. Le déclassement, c'était sous Sarkozy, donc ça fait un bail. Oui, déjà. mais là, vous vous rendez compte qu'en septembre, on avait ça, on est redéclassé. Et donc tout ça, pour terminer, je pense qu'on aura la double peine et que non seulement on a fait un retrait sur la réforme des retraites, mais que derrière, on aura probablement une censure. Philippe Bilger. Je constate que ma chère Virginie est revenue, c'est clair. Dans la mesure, on sent un certain temps passé. Mais plus sérieusement, vous parlez trop. Ça m'évite. J'avais bien compris. Ça m'évite d'être long. Non, sérieusement, Virginie, moi c'est une catastrophe de la part du Premier ministre d'avoir cédé au Parti Socialiste et à Olivier Faure, mais je constate sous votre contrôle que j'ai l'impression que les socialistes se sont fait flouer. Parce qu'en réalité, lorsqu'Olivier Faure menace, si rien de socialiste n'arrive jusqu'à lundi, il fera une motion, il le censurera. Je pense que ce que dit Manuel Bompard et LFI à leur sujet est totalement exact. Et j'éprouverai presque une jouissance, malgré la catastrophe de la concession faite au PS, devant le fait que les socialistes vont être floués dans les grandes largeurs. Non, mais ça, je suis d'accord que les socialistes ont été floués dans les grandes largeurs, mais le symbole, la symbolique du retrait de la réforme des retraites est suicidaire politiquement. Moi, je ne vois pas comment ce budget peut passer, parce qu'avec la pléthore d'impôts nouveaux, divers et variés, je ne vois pas comment les Républicains, sauf à se renier totalement, mais ils ne seraient plus à un reniement près, peuvent le voter. Je suis d'accord avec Philippe, c'est absolument le cas. Donc, soit vous faites plaisir à Faure et Mélenchon, soit vous faites plaisir à Retailleau et à Édouard Philippe. Il faut être sérieux. Allez, il faut une grande clarification. Et en ce moment, ça fait plaisir à aucun des deux. Et c'est ça. Allez, petite pause dans ce débat. 0826 300 300, c'est Zach qui est avec nous. Vous voulez commenter avec nos vraies voix du jour. Vous êtes les bienvenus. On revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Avec autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Philippe David, bien entendu, Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente et fondatrice de Futurae, qui est cette école supérieure des technologies de demain et qui est passionnante d'ailleurs, et présidente de Croissance Plus. Et on revenait sur ce qu'a dit ce matin Olivier Faure. Il parle d'un avertissement clair, sans évolution du budget, il y aura censure. Et avec vous, 0826 300 300, et c'est Lionel qui est avec nous, qui nous appelle de Grasse. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Et bonsoir à toute l'équipe. Lionel, on est dans un moment de bascule où vous pensez que ça peut passer quand même? Moi, je croyais que c'était une émission sérieuse, les vraies voix. Alors, c'est l'actu. L'actu, on pensait que c'était sérieux. En fait, on se rend compte que ça ne l'est pas du tout. Comme disait Coluche, j'arrêterai de faire rire. Et il ne faut pas prendre le Gorafi comme des infos réelles. Non, c'est juste une plaisanterie. Après, la gauche, honnêtement, aujourd'hui, en faisant 3% des voix, moins de 3%, ils arrivent quand même à se positionner comme ceux qui peuvent faire basculer. C'est quand même assez... hors politique, je trouve ça assez malin de leur part de s'être positionné comme ça, où en fait ils sont un peu détenteurs de ce qui va se passer.
Après, leurs idées, bon, ma foi... Mais est-ce que c'est pas le grand bluff, là? Parce que... Bien sûr que c'est le grand bluff, mais de toute façon, ils n'ont même pas de programme. Ils ne l'ont même pas finalisé, leur programme. Donc là, ils sont en train d'aboyer. Ils veulent plus de ci, plus de ça. Mais en fait, ils savent même pas où ils vont. Ils arrivent même pas à s'entendre entre eux. Ils savent même pas de quel côté est-ce qu'il faut tirer. S'il faut tirer vers le LFI ou s'il faut tirer vers le centre. Comment vous voulez qu'ils gouvernent quoi que ce soit? Ils ont aucune idée. Non mais déjà, vous dites ils sont à 1,7% soit. Mais quand... Désolé, j'en rigole. Vous demandez 15 à 20 milliards d'impôts de plus. Je pense pas que même si on tape sur les très riches, ce soit la mesure la plus populaire qui existe. Parce que si vous mettez 15 à 20 milliards sur les très riches, je peux vous dire qu'ils partent dans les 48 heures. En fait, on est obligé de se demander si, comme l'a très bien dit notre auditeur, Lionel, si l'EPS, par la voix d'Olivier Faure, avait un projet à proposer. En réalité, on se demande si l'obsession n'était pas d'exister politiquement et médiatiquement et donner l'apparence d'une déchirure avec LFI. Virginie Calmels. Je crois que la question du grand bluff est la meilleure question aujourd'hui, parce que, pour revenir à ce qu'a dit Philippe, entre les places et la lutte des classes, la réalité, c'est qu'il y a un grand bluff, peut-être y compris du côté du président de la République, parce que censure ne veut pas dire forcément dissolution. Donc, en fait, le PS peut aussi se dire, finalement, ce budget est invotable, le LR aussi, bien sûr. Donc, à la fin, censuré, mais c'est pas la fin du film, parce que le président de la République, il peut recommencer en se disant tiens, finalement il y en a qu'on n'a pas essayé, c'est la gauche, et mettre un premier ministre de gauche qui sera censuré, et ainsi de suite. Vous y croyez, Virginie? Oui, je pense que tout est possible. 0826 300 300, direction Tours avec Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Quelle est votre expertise, voilà, c'est votre avis? Je suis pas expert, alors je vais avoir une expertise toute relative. Cependant, ce qui me désole un peu quand je vous écoute, c'est quand même qu'il y a un peu un manque de vision à long terme. Actuellement, le projet du PS, c'est juste que ni la gauche extrême de LFI, ni la droite, extrême de l'autre côté, passe dans 2 ans, et dans 7 ans, et dans 15 ans. C'est uniquement ça le but du jeu. Alors peut-être qu'ils vont perdre, gagner une élection législative en s'alliant avec le diable, et puis en perdre une autre en se mettant contre Macron et compagnie maintenant, etc. On a simplement actuellement le retour de l'UMPS qui fait son petit théâtre en faisant croire que nous, on n'est pas pareil que le LR, parce qu'ils sont pas pareils que les macronistes, parce que nous, le PS, on n'est pas pareil. À la fin, vous connaissez l'expression, c'est tous les détaillants du même grossiste. Ils ne veulent aucun changement. Ils font 3% aux élections. Mais maintenant, si vous regardez l'Assemblée nationale, si vous regardez le Sénat, si vous regardez les mairies, les conseils régionaux, ils sont très très bien représentés. Et ces gens-là ne veulent pas forcément nous représenter. C'est juste les plus malins pour se faire élire. C'est tout. Mais et à la fin, il n'y aura pas de changement. Quand j'écoute Sylvain qui dit, il n'y a pas de vision, mais dans ce brouhaha, qui a une vision aujourd'hui? Qui a une vision claire? Quel parti de droite à de gauche peut nous donner une ligne qui est qu'aujourd'hui remise en question et incompréhensible? Moi, il me semble que dans la séquence assez désastreuse qu'on a vécue, LR s'est malheureusement effondré et a perdu sa boussole. Mais il y en a quand même 2 qui ont tiré à peu près leur épingle du jeu. C'est David Lisnard, qui est resté très clair sur une vision libérale, baisse de la dépense publique, baisse des impôts, relance par la croissance. Mais très peu connu du public. Probablement, et Éric Ciotti qui tire un peu les marrons du feu en disant regardez, finalement LR c'est devenu n'importe quoi, soit la béquille, il le dit lui, béquille du macronisme, voire du socialisme, en ne comprenant absolument pas la position de Wauquiez. Je veux dire, je pense que personne ne l'a comprise. Mais même peut-être pas lui. Donc mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec Cécile sur la question de la vision. Il y en a plus beaucoup qui ont une vision très claire, et on sent que les extrêmes, c'est un peu compliqué parce qu'on sent que ça tiraille, et y compris notamment au Rassemblement national. Donc moi je dirais les 2 gagnants de la séquence, c'est Lisnard et Ciotti, mais la réalité c'est que dans ce brouhaha de l'Assemblée nationale, le président de la République lui-même, on ne sait plus où est la vision. Et son parti non plus. Moi je dirais, mais encore une fois, mon savoir n'est pas celui de Virginie, il me paraît difficile aujourd'hui, depuis même la dissolution calamiteuse, d'avoir une vision.
même pourtant, le c'est ce que les gens politique, attendent. Oui. Vous avez raison, mais même le politique le plus génial, David Lisnard, je l'aime beaucoup, mais il est LR, tout en n'y étant pas, bien sûr. Il n'est pas député, donc il peut avoir des visions détachées du corporatisme politique. C'est très dur d'avoir une vision aujourd'hui dans le maquis politique qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron. Mais vous savez ce que disait Winston Churchill, un homme politique pense à la prochaine élection, un homme d'État pense à la prochaine génération. C'est toute la différence. C'est là qu'est le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand je parlais de la lutte des places, tout le monde sait, enfin c'est pas moi qui le dis, Gabriel Attal a dit à Macron, tu dissous, on revient à 30. Donc évidemment, la majorité ne veulent pas de dissolution. Au PS, s'ils ne vont pas unis à LFI, et on ne sait pas comment ça va se passer, parce que certains Verts veulent aller avec LFI, d'autres veulent aller avec le PS, ils auront pas au deuxième tour, ils auront de leur poste à perdre. Donc là, on raisonne pas en intérêt du pays, on raisonne en intérêt personnel. C'est toute la différence. Mais ça n'est pas méprisable. C'est là une c'est méprisable. Non, ça n'est pas méprisable. La politique a des contraintes. Voilà. Ah d'accord. Quand je vois ce que c'est 20 secondes pour Philippe Bilger, je suis surpris. Non, mais Philippe, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'une vraie coalition aurait pu à minima traiter des sujets comme le logement, comme l'éducation, comme la santé, en mettant de côté l'immigration et la fiscalité qui sont des chiffons rouges. On pouvait trouver des sujets de coalition pour le bien des Français. Que la classe politique n'y arrive pas, c'est quand même assez inquiétant. On n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et Moody's, qui pourrait devenir vendredi la 4e agence de notation, a sanctionné l'instabilité politique française en un peu moins d'un mois. François Louis. La chanson dit jamais 203, mais c'est plutôt jamais 304 en fait. Ce vendredi, l'agence américaine Moody's, vous l'avez dit, va rendre son verdict sur la notation de la France. Un mois et demi après Fitch, qui avait déjà dégradé notre pays à A+, et une semaine après Standard & Poor's, qui avait abaissé la note de AA- à A+, et ben Moody's pourrait bien sanctionner à son tour le pays, avec un déficit record le plus élevé de la zone euro, une dette qui grimpe à 118% du PIB et une instabilité politique qui est persistante. Et ben je crois que toutes les conditions sont réunis pour une nouvelle dégradation de la note française. Alors Vincent Delahaye est avec nous, auteur des économies. En veux-tu, en voilà aux éditions de l'Aude, Philippe. Oui. Et sénateur de l'Essonne et spécialiste de finances publiques. Sénateur de l'Essonne. Vincent Delahaye, est-ce que quand on voit l'état des comptes publics, vous en parlez dans votre livre, on peut éviter une nouvelle dégradation, ou est-ce que ça va continuer de Caribe dans Scylla, comme on dit ? Bonsoir Philippe. Effectivement, à mon avis, pour l'instant, l'instabilité politique et l'annonce de la suspension de la réforme des retraites, que c'est quand même un signe très très fort vis-à-vis des agences et des investisseurs, que la France ne fait pas finalement les efforts qu'il faudrait faire pour réduire ses dépenses et redresser sa situation financière. On peut craindre qu'il y ait de nouvelles dégradations dans l'avenir. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça augmente bien ces taux d'intérêt, les taux d'intérêt qui sont demandés par les investisseurs pour nous prêter de l'argent. Donc, ça fait que les intérêts de la dette vont devenir le premier budget de l'État. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'on va donner au marché, alors qu'on pourrait l'utiliser pour l'éducation, pour la santé, pour plein de choses. Et ça devient dramatique. Alors, année après année, en fait, on s'aperçoit que finalement, on ne modifie pas grand-chose. En 2025, vous savez que les efforts qui vont être faits, c'est 100% des augmentations d'impôts. Il n'y a aucune réduction de dépenses. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être le pays au monde qui dépense le plus d'argent public et se dire comment on fait pour relancer la croissance et augmenter le gâteau pour mieux le partager. Oui. Virginie, vous qui êtes un peu spécialiste sur le sujet aussi, en matière d'image sur les marchés internationaux, c'est très compliqué pour nous. Mais c'est catastrophique. Une fois encore, on ne cesse de le dire, mais je vais le redire, on est champion du monde des prélèvements obligatoires. On est aujourd'hui avec une dépense à 1,7 milliard. On ne peut pas continuer... 1700 milliards, pardon, voilà, parce que même moi, je me... On sait plus où on en est. Vous nous faites une Henri Krasuki, là. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, et je suis complètement en ligne avec ce que vient de dire Vincent Delahaye, il faut absolument réduire la dépense publique. Il n'y a pas d'autre solution. On sait qu'on ne peut plus augmenter la dette, sinon alors là... et on sait qu'on ne peut plus augmenter les impôts parce qu'il n'y a plus de consentement à l'impôt. Et vraiment, moi, je tire la sonnette d'alarme pour les acteurs économiques qui sont des locomotives dans notre pays, qui se plaignent pas, qui bossent avec leurs salariés, bien sûr, les patrons,
patrons, les salariés, tout ça fonctionne ensemble. L'écosystème en Ce entier. sont les acteurs économiques. C'est eux qui financent le système social français. Et regardez ce budget, il tape qui? Il tape tous les gens qui bossent. C'est catastrophique. Et c'est pour ça que tant qu'il n'y aura pas de baisse de la dépense publique, de toute façon, on nous regardera comme des gens qui n'avons rien compris à l'économie réelle. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le sénateur Vincent Delahaye, et auteur de ce livre des économies en veux-tu, en voilà, aux éditions de L'Onde. Vous êtes sénateur de l'Essonne et spécialiste de ces finances publiques. Merci d'avoir accepté notre, j'allais dire actualité, pas du tout, invitation. Alors qu'à l'actualité, ça veut rien dire. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Virginie, de quoi parle-t-on? Moi, je vais parler de la fiscalisation de nos pauvres apprentis. Avec vous, Philippe Bilger. Le fait que la France concilie mieux que d'autres pays la vie personnelle et la vie professionnelle. Moi, je suis optimiste. Philippe David. Un hommage à un grand rugbyman qui vient de nous quitter. Allez, on reste ensemble jusqu'à 19h30. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et c'est toujours un plaisir de commencer cette semaine, de la passer et de la terminer avec vous. 0826 300 300, c'est ce numéro de téléphone qui est pour vous, bien entendu, si vous voulez commenter cette actualité avec nos vraies voix du jour. Et je le rappelle, Philippe David, bien entendu, vous le connaissez bien. Virginie Calmels est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain, et présidente de Croissance Plus. On en dira d'ailleurs un mot si vous voulez bien. Philippe Bilger, bien entendu, notre président. Hein, vous êtes un peu le président de nous tous là. Moi, je suis français, donc j'accepte tous les postes de président. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau slogan, Bilgerum Imperator Est. À condition, ma chère Cécile, que ça ne crée pas pour moi de travail supplément. Bien sûr, mais vous aurez des assistants, ne vous inquiétez pas. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Buenas tardes, amigos. Vous voulez une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Bah, une douche. J'ai rien compris. Le tour de table de l'actualité. Et on va démarrer par vous, Philippe Bilger. Alors, en lisant ce matin avant de venir, j'ai trouvé une bonne nouvelle tout de même. Ça n'est pas fréquent que dans les constats faits au sujet des 27 pays de l'Union, on ait des motifs d'espoir et qui concernent tout particulièrement la France. J'ai vu que l'amélioration sensible de la conciliation en France de la vie personnelle avec la vie professionnelle donnait de très bons résultats, même si bien sûr les femmes dans notre pays sont plus douées pour ajuster leur travail avec les contraintes professionnelles, et au fond la seule catégorie qui est véritablement encore très négativement impactée, c'est les travailleurs salariés agricoles. Je vois que nous avons eu les mêmes sources, ma chère Cécile, et donc c'est une bonne nouvelle, et la France est légèrement mieux lotie que d'autres pays de l'Union qui eux-mêmes ont progressé tout de même. Donc voilà, je ne l'aurais pas cru au départ. Le pessimisme est tel qu'on aurait pu craindre le pire, même sur cette conciliation entre les deux vies fondamentales. Non, rien à ajouter là-dessus. C'est vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça pourrait, à mon avis, encore un peu s'améliorer, parce que c'est notamment des gens qui ont travaillé toute leur vie, je pense, des travaux durs, les retraités agricoles, etc. Et il y a encore un peu de boulot, à mon avis, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Vous qui êtes une chef d'entreprise, vous faites plein de choses, Virginie. Justement, cette relation entre la vie personnelle et professionnelle, est-ce qu'elle est équilibrée aujourd'hui? Je pense que c'est difficile à équilibrer, mais je suis quand même très inquiète sur un point, c'est qu'on a été une génération qui a plutôt trop travaillé, justement, qui a pas fait passer l'équilibre des vies assez sur le devant de la scène. Mais aujourd'hui, attention à pas faire l'excès inverse. C'est-à-dire qu'on a habitué, alors le quoi qu'il en coûte du Covid a fait très mal, on a habitué les gens à finalement moins sacraliser le travail. Alors, c'est formidable l'équilibre personnel, c'est formidable d'avoir une vie de famille, et bien évidemment, je ne dirais pas le contraire. Pour autant, je suis quand même inquiète de voir une génération qui se dit qu'au fond, le travail est associé non pas à une
émancipation, à quelque chose d'intéressant qui va faire grandir, mais à des contraintes. Et je trouve que le discours politique ambiant, là encore, notamment de l'extrême gauche, c'est effarant. C'est de faire croire qu'au fond, on pourrait finalement bien vivre en travaillant moins. Et c'est ça qui est dramatique. Et notamment sur les retraites, je suis désolée de le rappeler, l'allongement de la durée de vie fait qu'on est les seuls aujourd'hui à partir à la retraite si tard. Et au contraire, regardez en Allemagne, ils ont fait passer quelque chose qui permet de gagner 2000 € par mois en plus pour des gens qui sont à la retraite. Et nous, c'est l'inverse. On a un problème sur nos jeunes qui commencent trop tard dans la vie active et sur nos personnes plus âgées qui, alors qu'elles sont à la retraite, ont encore du jus, peuvent encore bosser. Donc attention, cet équilibre, il est évidemment souhaitable. On ne veut pas que des gens en burn-out. La santé mentale est un vrai sujet et il ne faut pas le négliger. En même temps, pardon de faire du en même temps aujourd'hui, je pense que le travail peut être noble et doit être quand même aussi valorisé pour toute une génération qui, grâce à ça, doit se dire qu'il y a une émancipation derrière. En fait, qu'il aurait été plutôt malin de dire que on va vous aider à trouver un travail qui vous plaise. C'est ça qui est intéressant. Et sur lequel vous vous éclatiez parce que vous avez les bonnes compétences et les bonnes formations. Ouais, Philippe, David, vous vouliez rendre un hommage comme toute la radio, puisque nous sommes la radio du rugby. Oui, évidemment. On a perdu un grand rugbyman aujourd'hui, André Herrero, alors grand second et troisième ligne de l'équipe de France et évidemment du RCT, le club mythique de Toulon, est décédé à 87 ans. Alors il avait eu un beau palmarès. Déjà on pense à Daniel. On pense à Herrero, Daniel, évidemment son frère, j'allais le dire, qui est consultant Sud Radio, Daniel qui est quelqu'un d'adorable. Alors il a eu un beau palmarès, même s'il avait échoué 2 fois en finale du Brennus. La première au nombre d'essais marqués. Il y avait match nul contre Lourdes en 68 et une finale mythique où ils perdent après prolongation en 71 contre Béziers et où il a joué 83 minutes avec 2 côtes cassées. Tiens, on a un son. Toulon est impressionnant. Son chef est une figure mythique de la fin des années 60, André Herrero. Mais à la fin de la première mi-temps, André Herrero, le chef, s'effondre, 2 côtes cassées. Je sors puis je reviens puisque j'ai quand même 3 fractures de côte et j'ai 2 côtes fracturées à une ou 2 endroits. Et je reviens, mais parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit de changement. J'essaye de rester avec mes joueurs pour prêcher quand même un exemple, pour continuer à motiver cette équipe qui le méritait très bien. Et donc oui, jouer 83 minutes avec 2 côtes cassées, c'est quand même titanesque, surtout quand on est dans la mêlée. Alors il avait gagné le Challenge Yves du Manoir en 70, il a été international français et il a gagné le tournoi des 5 nations en 67. Alors c'était un grand monsieur du rugby, une grande famille du rugby. On a une pensée, comme le disait Cécile, pour son frère Daniel. Daniel qu'on retrouvera bien entendu à partir du 8 novembre pour le 15 de France. Et on a une pensée émue, absolument émue, bien sûr pour tous ceux qui l'aimaient et tous ses amis et sa famille, bien entendu. Virginie Calmels, vous, les salaires nets des apprentis totalement amputés. Oui, moi ça me fait de la peine parce que certes il faut trouver des économies, je suis bien la première à considérer qu'il y a de la dépense publique à aller chasser, mais là on attaque directement les apprentis sur leur salaire. Il y a déjà eu un problème, vous le savez, dans le PLFSS de 2025, donc ils ont vu leur salaire diminuer à cause de, des réductions de plafond d'exonération, etc. On va pas être trop technique, mais la rebelote dans le projet de budget qui ne sera sans doute pas voté, eh bien c'est la fin totale des exonérations pour tous les apprentis, qu'ils soient dans le privé comme dans le public, ce qui réduirait leur salaire de 187 € par mois. Et là, je suis désolée, mais c'est quelque part honteux, non pas simplement pour le problème purement financier, mais parce que c'est l'avenir du pays dont on parle. L'apprentissage, c'est quelque chose qui a marché ailleurs. C'est l'immersion totale dans une entreprise. C'est ce qui permet aux jeunes de regarder l'avenir. Donc, d'abord, l'enjeu de la précarité des jeunes est un sujet, là aussi, qui concerne l'avenir du pays. Donc, réduire les salaires des apprentis alors que leur précarité est un enjeu. Fragiliser l'employabilité de notre jeunesse, c'est quand même rendre moins attractif l'apprentissage qui fonctionnait très bien. C'est dramatique. Et puis, c'est sacrifier l'avenir de nos jeunes qui sont motivés et qui ont envie de bosser. Et là, pardon, mais c'est tout le modèle. C'est-à-dire que pourquoi on fait ça? Pour équilibrer les comptes d'un
pays qui finalement est d'une France qui est inactive, parce que les actifs, comme vous le savez, ils représentent moins au total que tous ceux qui vivent du système. Donc là, je suis vent debout, parce qu'au lieu de libérer le travail, au lieu d'encourager les jeunes à découvrir le monde professionnel, à avoir déjà un pied à l'étrier, et c'est une fois encore ce qui a été au début de l'ère Macron et en Allemagne, et on fait exactement le contraire. On rabote leur salaire et donc leur autonomie financière. C'est d'autant plus navrant que je crois que la France avait fait un très gros effort. Mais au début du quinquennat Macron, il faut le saluer. Ça s'appelle le en même temps. Allez, merci beaucoup les amis. Vous restez avec nous dans un instant. L'info en plus, on reviendra sur Jacqueline Jacob qui était entendue par la justice en vue d'une possible mise en examen, et on aura maître Gérard Velzer, l'avocat de Marie-Ange Laroche, avec nous en direct. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Philippe David aussi, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et Jacqueline Jacob, la grand-tante soupçonnée d'être un corbeau dans l'affaire du petit Grégory, a été mise en examen et laissée libre ce vendredi à Dijon. Pour en parler, maître Gérard Velzer est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat de Marie-Ange Laroche. Sur quoi repose aujourd'hui la mise en examen de Jacqueline Jacob? Vous savez, depuis le 16 octobre 84, mort de Grégory Villemain, dans des conditions qu'on ne connaît toujours pas, on a été de drame en drame. Cette affaire est l'affaire de la douleur. 16 octobre 84, première victime, Grégory Villemain. On arrête Bernard Laroche le 5 novembre 84. Rendez-vous compte que je suis ce dossier depuis le 5 novembre 84. Bernard Laroche est montré à l'époque comme le corbeau certain, comme l'assassin Grégory Villemain. Il est emprisonné, libéré, innocenté et assassiné le 29 mars 85, deuxième victime. En 2017, on nous dit on va avoir la vérité. L'affaire est prétendument rouverte. Jean-Michel Lambert, ce malheureux magistrat qui est taxé de tous les méfaits, se donne la mort. Et aujourd'hui, on vient encore, comme depuis 41 ans, nous dire que c'est une semaine décisive. On a une personne qui est mise en examen. On nous dit que c'est le corbeau qui a écrit la lettre du 16 octobre 84. Rendez-vous compte que ça fait le 4e corbeau qu'on nous dit. C'est-à-dire que dans ce dossier, on ne devrait plus faire confiance aux experts en écriture, puisqu'on nous dit qu'il y a des experts en écriture plus un expert en stylométrie. Oh là là, mais je dis attention. Et je salue la prudence de monsieur le procureur général aujourd'hui à Dijon pour une première fois dans ce dossier. On a un procureur général qui est normalement la partie poursuivante qui a été d'une prudence extrême. Mais maître, comment dire, devant cet interminable processus, vous diriez que c'est une justice qui n'abandonne pas ou bien qui s'attache à des choses qu'on ne peut plus prouver? Vous savez, monsieur Bilger, je trouve votre question excellente. Moi, je comprends que les parents de Grégory Villemain, Christine Villemain, Jean-Marie Villemain, qui est victime et également assassin de Bernard Laroche, mais qui est victime comme père de Grégory, je comprends qu'ils aient une légitime soif de savoir. Sauf que ça fait 41 ans. Et que après 41 ans, vous connaissez les affaires judiciaires mieux que moi, monsieur Bilger. Comment voulez-vous? On vient nous dire on va avoir des témoins. Un témoin, on sait très bien que déjà le lendemain de fait, les témoins c'est déjà dur pour avoir la vérité. On va avoir telle chose. Il y a telle personne qui va parler. À chaque fois qu'on a dit on va trouver la vérité, à chaque fois il y a eu un drame supplémentaire. Bernard Laroche, Jean-Michel Lambert, la justice qui est discréditée. En 2017, on rouvre, le procureur général de l'époque nous dit ça y est, on va trouver la vérité, ça va être extraordinaire. Et puis, on fait des tas d'erreurs de procédure et la chambre criminelle de la Cour de cassation annule tout. Donc, pour répondre à votre question, la demande est légitime, mais je crois qu'à un moment,
il faut savoir se poser la question de savoir si on continue. Mais Maître Welzer, il y a quelques années, il y avait eu l'affaire d'un timbre où on aurait potentiellement retrouvé un ADN, mais qui, vu le nombre d'années, n'était plus exploitable. Nous, c'est une affaire qui a marqué la France entière depuis 41 ans, vous le rappeliez. Est-ce qu'il y a quand même un espoir qu'un jour, on puisse connaître enfin la vérité? On me pose la question depuis 41 ans. Ce sera la énième fois. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se pose toujours cette question légitime. Je crains, au risque, je crains que malheureusement non. Parce que une affaire criminelle, quand les constatations matérielles de départ sont mal faites, elles ont été mal faites. Quand les constatations matérielles de départ, on nous dit « Ah, mais l'ADN n'existait pas ». Non, mais les empreintes existaient. On aurait pu faire attention de ne pas piétiner les preuves. Les constatations matérielles ont été mal faites. Après, on s'est borné d'aller confier ça à des prétendus experts en écriture qui ont déterminé 4 personnes différentes. Je crains donc qu'on n'y arrive pas, parce que si on n'a pas une preuve absolue, on vient nous dire, on nous a sorti en 2017 un cousin qui vient témoigner en disant « j'ai vu ». Attendez, vous vous rendez compte ? On discrédite la justice et on crée des victimes supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on ne peut rien attendre de cette enquête. Est-ce que, alors ma question va vous paraître un peu bizarre, est-ce que c'est le crime parfait finalement aujourd'hui? Est-ce qu'on a une fois, peut-être une affaire qui ne sera jamais résolue? Vous savez, malheureusement, des affaires non résolues, il y en a des centaines régulièrement en France. Celle-ci, elle est exceptionnelle, extraordinaire. Vous savez, la mort d'un enfant, c'est dramatique. Cette affaire a touché la France parce qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans. Et puis après, c'est devenu un feuilleton macabre. Premier épisode, la dramatique mort de Grégory Villemain. Deuxième épisode, la mort de Bernard Laroche, soupçonné à tort et libéré. Troisième chose, on a accusé la mère qui a bénéficié après d'un non-lieu pour absence de charge. Et quatrième chose, on s'escrime à savoir. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait de crime parfait. Dans l'espèce, je crois surtout que l'enquête a été malmenée au départ et qu'après, chacun... Vous savez, une enquête, c'est quoi lorsqu'il y a un crime? C'est quoi? On ne néglige aucune piste et on ne favorise personne. On ne va pas contre une personne. On réunit des preuves. Là, les différents intervenants, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis d'un résultat et puis ils ont voulu petit à petit nourrir pour aller vers ce résultat. C'est pas ça une enquête. Merci beaucoup, Maître Gérard Welzer, d'avoir accepté notre invitation, avocat de Marie-Ange Laroche. Merci beaucoup. Et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre du numérique, par exemple, aujourd'hui avec Nathalie qui nous appelle de l'Essonne. Madame la ministre, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, si vous étiez nommé ministre du numérique, quelle serait votre première proposition? Un grand plan d'investissement pour les start-up françaises et un grand plan d'investissement pour également le numérique dans l'éducation nationale. Ouais. Ça existe déjà, il y a le oui, plan. Ça existe déjà. Oui, après le montant n'est pas à la hauteur de nos... Non, et puis les PC qui ont été donnés aux collégiens de la 6e marchent 1 sur 2. Ah oui. Donc on a mis un podium de dingue et les PC ne marchent pas. D'accord, ok. Ah donc oui, je comprends. Alors j'ai envie de dire à Virginie Calmels, vous qui travaillez dans une école, forcément dans le numérique, vous pourriez être aussi ministre du numérique. Mais je pense qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce qui s'appelle l'intelligence artificielle et que pour le coup, quand vous regardez où en sont nos universités et évidemment avant le bac aussi, les programmes scolaires n'intègrent absolument pas ça. Et moi, il me semble que le plus important, c'est de développer d'abord la connaissance des outils, mais aussi l'esprit critique, parce que ça va être fondamental pour notre jeunesse. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et il me semble quand même que même s'il y a des petites évolutions, on est très à la ramasse, pardon de le dire comme ça. Du coup, il faut que l'enseignement supérieur comble ces déficits acquis jusqu'en terminale, et c'est à la fois des soft skills sur le recul, la prise de la réflexion, et ne pas prendre toutes les informations pour argent comptant, mais c'est aussi de savoir manipuler
manipuler des outils qui vont révolutionner le monde du travail. Et il ne faut pas l'ignorer. Et surtout, il y a aussi des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. C'est ce à quoi nous formons chez Futurae. C'est-à-dire vraiment profiter de cette vague pour se créer son job de demain. Voilà. Vous travaillez sur ChatGPT, Philippe Bilger ? Je pose des questions, mais parfois très intimes. C'est vrai ? Mais si vous le permettez, ma chère Cécile, j'aurais voulu demander à Madame la Ministre, au fond, est-ce que vous considérez que l'intelligence artificielle, c'est une chance fabuleuse et une révolution qu'on n'a pas connue depuis l'imprimerie, ou est-ce que vous voyez plus de risques là-dedans ? Les deux. Les deux, Monsieur Bilger. Non, je pense qu'il y a les deux. Il y a manifestement un manque de connaissance des outils et un manque de connaissance par là même des dangers. Oui, c'est vrai. Et il faut un bon équilibre des deux. C'est toujours ça qui est toujours très compliqué à trouver. En tout cas, on vous remercie, Madame la Ministre. On vous souhaite un très bon week-end et on vous retrouve. Et votez pour moi, hein. Voilà. Non, la ministre, c'est pas élu, c'est nommé. Non, c'est nommé. En revanche, on se retrouve lundi pour le Conseil des ministres. Allez, passez un très bon week-end. Merci, à très bientôt. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien oui, consentement, un oui ne veut pas dire oui pour nos députés. Bon, on en parle dans quelques instants. Soyez les bienvenus au 0826 300 300 en attendant. Les incontournables de la copropriété avec Thomas Binet. Bien dans mon immeuble avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonsoir, et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet de Gremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Vous savez Philippe que c'est notre 100e aujourd'hui ? Ça va vite. Ça va vite, comme vous dites. Ça fait longtemps que vous êtes avec nous et c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis soirs, justement. Et puis, pour fêter ce 100e numéro des incontournables de la copropriété, on va parler d'un métier. C'est le métier de gestionnaire de copropriété. Alors, pour commencer, Philippe, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement un gestionnaire, justement, de copropriété ? Pour faire simple, c'est un professionnel chargé d'administrer et de gérer des immeubles au nom des copropriétaires. Son rôle est multiple. Il gère le budget, organise les assemblées générales, assure la maintenance du bâtiment et veille à l'application des décisions prises par les copropriétaires. En général, entouré d'une petite équipe, il est le chef d'orchestre de la vie collective d'un immeuble. Et comment devient-on gestionnaire de copropriété ? C'est une vocation ou un parcours d'opportunité en fait ? À mon avis, un peu des deux. Des deux, d'accord. On peut découvrir ce métier par hasard, par un stage ou une première expérience en immobilier. Il faut savoir que pour exercer cette fonction, il faut une carte professionnelle, en plus de la carte de l'entreprise, délivrée par la préfecture. Cela implique soit un diplôme spécifique, soit une expérience professionnelle significative. Et pour garder sa carte, la formation doit être actualisée régulièrement. Et quels sont alors les diplômes les plus adaptés à ce métier pour l'exercer ? Plusieurs types de cursus mènent à la profession. Les formations de droit, en général le droit immobilier, sont très appréciées car une part importante du travail est juridique. Des écoles spécialisées comme l'ESPI, École supérieure des professions immobilières, ont développé des cursus adaptés à l'obtention de la carte professionnelle. Il existe également des licences professionnelles et des masters spécialisés en gestion immobilière. Globalement, il faut combiner une culture juridique solide, des compétences en gestion, en comptabilité, un minimum de connaissances en technique du bâtiment, ainsi qu'une indispensable exigence dans les relations humaines. Un vrai programme. Oui, un vrai programme, vous avez bien raison. Alors justement, Philippe, au-delà du diplôme, quelles qualités personnelles sont nécessaires pour réussir dans ce métier ? Il me semble que la première qualité nécessaire, c'est la rigueur. Ensuite, il faut être organisé, car on gère en parallèle des dizaines d'immeubles, chacun avec des dossiers techniques, financiers et juridiques qui leur sont propres. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut un vrai sens du dialogue. Le gestionnaire est en permanence entre des parties aux intérêts différents, voire antagonistes. Il doit savoir écouter, convaincre et désamorcer les conflits. Alors justement, vous venez parler d'un mot important, celui de conflit. Le métier en comporte beaucoup. Les tensions sont souvent inhérentes à la vie en communauté. Litiges entre voisins, désaccords sur les travaux à entreprendre, le gestionnaire doit être capable de rester calme, neutre et pédagogue. C'est un métier où l'on ne peut pas plaire à tout le monde en permanence, mais on doit toujours rester au service de l'intérêt collectif. Un gestionnaire gère des majorités, ce qui signifie qu'il existe aussi des minorités, qui ne sont pas toujours satisfaites des choix de la majorité, dont le gestionnaire est souvent rendu responsable lorsqu'il applique les décisions prises par cette majorité. Et quels sont les principaux intérêts du métier de gestionnaire ? Le principal, c'est certainement la diversité des missions.
On ne s'ennuie jamais. On passe d'une réunion technique avec un plombier le matin à une assemblée générale avec des avocats le soir. Il y a aussi une vraie satisfaction quand on réussit à mener un vrai projet collectif comme la rénovation énergétique d'un immeuble. Enfin, c'est un métier qui offre une très bonne stabilité d'emploi. Il y aura toujours des immeubles à gérer, donc des gestionnaires à recruter. Et pour être tout à fait honnête, il y a des inconvénients probablement. À mon avis, le premier, c'est la pression. Les copropriétaires sont exigeants, les délais sont souvent courts et il faut savoir gérer le stress. Le deuxième, c'est la charge de travail. En période d'assemblée générale, on enchaîne les réunions régulièrement tard le soir. Et si un étudiant, Philippe, hésite à choisir cette voie, que seriez-vous amené à lui dire pour le convaincre? Comme je l'ai dit à mon fils, que c'est un métier concret où l'on voit directement le résultat de son action. On contribue à améliorer le quotidien de ses clients, à entretenir et à valoriser un patrimoine et il y a des perspectives de carrière intéressantes. Enfin, c'est un métier humain, au contact direct des gens, ce qui le rend enrichissant. Et puis pour conclure, je voudrais féliciter, remercier et louer l'ensemble des gestionnaires de copropriété français qui effectuent un travail remarquable tous les jours au service de leurs clients et qui sont bien souvent maltraités alors qu'ils ne le devraient pas. Le message est passé. Merci à vous, Philippe Wesley. On vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour le 101e numéro des Incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les Incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue et merci en tout cas de votre fidélité avec Virginie Calmels aujourd'hui. Un petit mot sur pardon Philippe, j'arrive à vous, mais sur Croissance Plus, Virginie, puisque vous êtes la nouvelle présidente avec Philippe Bilger qui est à côté de nous, bien entendu, mais Croissance Plus. Croissance Plus, c'est un réseau d'entrepreneurs, donc c'est un réseau patronal, mais qui n'a comme particularité que d'avoir que des vrais entrepreneurs. Donc voilà, je suis moi-même entrepreneuse et qui est très attachée au partage de la valeur. Je dis ça parce qu'en fait, Croissance Plus est né il y a 20 ans avec ce qui s'appelle les BSPCE. Bon, c'est un peu technique, mais comment on peut partager la valeur d'une entreprise avec les salariés? Comment on peut raisonner sur la croissance de nos entreprises, mais aussi un partage équitable avec les salariés. Participation. Oui, c'est ça. Et d'autres outils de participation, d'intéressement, de BSPCE, d'actions gratuites et autres. Vous viendrez nous en parler un peu plus longuement dans les vraies voix de l'emploi. Ce sera intéressant. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui se situe encore et toujours dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement? Parce que c'est là que se trouve le Palais Bourbon et que si j'ai égratigné 2 fois les députés cette semaine pour leur créativité en termes d'impôts et taxes, il n'y a pas que sur les impôts et les taxes qu'on peut entendre des choses, à mon avis, délirantes. On écoute ceci. Ceci n'est pas un consentement. Porter de jolis dessous, ne rien porter du tout. Porter une alliance, ce n'est pas consentir. Accepter un dîner, accepter un verre, accepter une promotion, ce n'est pas consentir. Dormir, ne pas bouger, ne rien dire, ce n'est pas consentir. Et même parfois dire oui, ce n'est pas nécessairement consentir. La voix que vous venez d'entendre est celle de Sarah Legrain, députée LFI, lors du débat sur le consentement. Elle s'exprimait d'ailleurs avec une culotte noire à la main. Alors que ce soit très clair, des dessous sexy ou dormir avec quelqu'un ne vaut pas consentement, nous sommes bien d'accord. Mais désolé, oui veut dire oui, sinon c'est la porte ouverte à tout. Sinon, pour être que certain que le oui est un oui, va-t-on éditer des dossiers CERFA que les deux partenaires devront signer avant de faire l'amour? Comme il peut y avoir une relation de domination, qui n'est pas toujours dans le sens homme-femme, faut-il le rappeler, un dossier CERFA signé entre 2 personnes, fussent-elles adultes et consentantes, n'est probablement pas suffisant pour qu'un oui soit un oui. Faudra-t-il faire venir un psychologue pour valider le dossier CERFA après qu'il ait ausculté les 2 protagonistes? Et quitte à mettre du droit dans tout ça,
Pourquoi ne pas faire valider le CERFA après le psychologue par une personne assermentée, officier de police judiciaire, huissier de justice, qui aura recueilli les consentements des 2 personnes désireuses d'avoir un rapport intime après les avoir reçus séparément? Si on a mis un âge pour la majorité sexuelle, âge dont on peut parler puisqu'il n'est que de 15 ans, et un autre âge pour la majorité, 18 ans, c'est parce que le législateur a pensé qu'à un âge X ou Y, on est capable de discernement et de dire un oui ou un non sans avoir besoin de faire appel à autrui. Alors désolé, mais oui veut dire oui, car quand on est adulte, on est responsable de ses actes et pas besoin de brandir une culotte qui n'apporte rien au débat. C'est vrai. Allez-y Philippe, allez-y Philippe. Et c'est vrai que on pourrait, si on avait du temps dans le cadre d'un débat philosophique, on pourrait discuter parfois la portée de certains oui. Mais là, moi, je vous rejoins d'autant plus, mon cher Philippe, que moi je considère que cette loi sur le consentement qui vient d'être votée, je crois, était parfaitement inutile dans la mesure où un grand président d'assises, et objectivement il y en a parfois de bons, doit naturellement, lorsqu'un accusé prétend que la victime était consentante, lui poser des questions pour savoir les signes à partir desquels il a considéré qu'elle l'était. Et donc, ce consentement où il résultait de débats à la cour d'assises, je ne suis pas persuadé que la loi était nécessaire. Avec LFI, on n'est jamais déçu. Tout ce qui est excessif est insignifiant, aurait dit Talleyrand. Là, commencer à expliquer que le oui ne vaut plus ne vaut pas consentement, ça, c'est quand même rajouter une volonté qui n'est pas niée d'ailleurs d'un certain nombre de femmes, de considérer que l'homme est un prédateur quoi qu'il arrive. Totalement coupable, quel que soit X. Voilà, donc c'est tout le sujet. Donc malheureusement, bien sûr, il y a des horreurs, mais on en reparlera. Il y a malheureusement des viols atroces. Je me mets à la place des jeunes garçons qui aujourd'hui. Là encore, on est en train. Mais c'est difficile pour un garçon aujourd'hui d'aller vers une femme et de ne pas craindre justement ces problèmes de consentement. Mais c'est vrai que là, c'est caricatural parce que si le oui ne veut plus dire oui, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut sauf faire un si CERFA, sous la menace absolue avec un pistolet sur la tempe. Mais là, ça s'appelle un viol, évidemment. Mais vous savez, certains jeunes vous disent je filme. C'est-à-dire, je regarde la jeune fille, je dis est-ce que tu veux bien, et on filme. Mais il y a même une femme qui prévoyait la signature de contrat à tous les épisodes de la séduction amoureuse. Mais excusez-moi, mais autrement dit, on va pas faire l'amour avec des contrats. Bon, attends, ça t'es ok, alors on signe. Non, mais il faut arrêter. En tout cas, c'est les huissiers de justice qui applaudissent des deux mains. Eux, ils sont très contents. Ça va leur amener du boulot, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Philippe David. Même si effectivement le consentement est quand même très important dans une relation, qu'elle soit homme-femme ou homme-homme ou femme-femme, c'est exactement la même chose. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, la question du soir, on va revenir sur Nicolas Sarkozy qui a été condamné, donc vous le savez, à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Et aujourd'hui, sa situation au sein de la prison crée quand même pas mal de problèmes. On va en parler avec l'un de nos invités, Philippe. Oui, et cette question, l'incarcération de Nicolas Sarkozy perturbe-t-elle l'organisation de la prison de la santé? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Yvan Gombert sera avec nous, secrétaire national du syndicat FO des directeurs de services pénitentiaires. On fait un petit point dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de nous, avec Philippe David, nous avons Philippe Bilger, bien entendu, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Et tout de suite, la question du soir. Bonsoir Paul Bismuth. Je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Bonjour, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire dite des écoutes. Il est donc juste et nécessaire que cet homme soit mis en prison. Mais vous fumez, monsieur. L'ancien chef de l'État a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence devant le tribunal correctionnel de Paris. Quelle indignité. L'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, ont également écopé de la même peine. Je comprends qu'il soit tourneboussolé. Je vais t'en donner une adresse. Et puis une bonne, qui a des orfèvres. Allez, emballez-le. Sud Radio, les vraies voix.
Le débat est ouvert. Et c'est un véritable défi pour l'administration pénitentiaire confrontée à une question d'équilibre entre le protocole, la sécurité et l'égalité de traitement depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la prison de la santé, Philippe. Oui, on vous pose cette question. L'incarcération de Nicolas Sarkozy perturbe-t-elle l'organisation de la prison de la santé? Vous dites oui à 74%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Donc un spécialiste est avec nous, Yvan Gombert. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du syndicat FO des directeurs de services pénitentiaires. Aujourd'hui, la situation de Nicolas Sarkozy, forcément, est un petit peu unique. Il a été donc difficile d'anticiper, même si ils l'ont fait quand même. Est-ce que les perturbations vont durer et comment vous vous organisez ? Alors vous savez, le placement à l'isolement dans lequel est placé Nicolas Sarkozy, il est prévu par les textes et en fait on maîtrise très largement cette procédure. En plus on a une équipe dédiée avec des agents qui ont été formés pour la gestion du quartier d'isolement avec des profils physiques ou de comportements qui sont complètement adaptés. On maîtrise à la fois l'organisation, les pratiques professionnelles, qu'il s'agisse d'une personnalité on va dire médiatique ou qu'il s'agit d'un profil très dangereux, difficile à gérer en détention. Là, en l'occurrence, on a une personnalité médiatique. C'est pas forcément la personnalité la plus compliquée à gérer dans un quartier d'isolement habituellement. Donc, l'organisation va se faire, ça va se caler. C'est l'environnement qui est agité. Oui, mais ça, l'environnement, il est agité, pas forcément parce qu'il y a Nicolas Sarkozy. Il y a toujours, toujours des incidents qui peuvent générer des perturbations de cette nature-là. C'est pas forcément quelque chose de très nouveau. Philippe Bilger. L'exécution provisoire contre laquelle je m'étais élevé avait fait oublier que le jugement, de mon point de vue, était assez remarquable. J'ai beaucoup aimé la réaction des personnels pénitentiaires qui ont dit qu'ils pouvaient parfaitement faire le travail de surveillance et de sauvegarde de Nicolas Sarkozy et donc que les deux officiers de sécurité étaient inutiles. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est dans une situation qui est plus périleuse que celle de beaucoup d'autres dans ces quartiers d'isolement absolu? Alors non, il n'est pas dans une situation plus périlleuse. Par contre, c'est un risque majeur pour l'administration pénitentiaire. Il faut absolument qu'il ne se passe rien pour lui. Donc, il faut vraiment mettre les moyens au niveau maximum. Alors, si on n'avait pas eu les officiers de police présents dans le quartier d'isolement, on aurait été forcément obligé de mettre des agents supplémentaires en provenance de l'extérieur, que ce soit des ERIS ou que ce soit des équipes locales de sécurité pénitentiaire. Ça veut dire dégrader aussi les ERIS, par exemple, parce que les ERIS, on n'en a pas énormément. Ouais. Donc, de toute façon, ça avait un impact sur notre fonctionnement extérieur. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service particulier, les ERIS, c'est important de le rappeler. Oui, les ERIS, c'est l'équivalent c'est ce qu'on appelle le GIGN pénitentiaire. C'est des équipes d'intervention qui interviennent dans les établissements, notamment quand il y a des émeutes ou des mouvements collectifs, ou lorsqu'il y a une prise d'otage ou voilà. Virginie Calmels. Moi j'ai une question à vous poser, c'est ce qui choque quand même profondément, et je pense pas que moi, mais tous les gens qui regardent les images qui circulent, c'est les portables qui sont dans des cellules de détenus et qui du coup sont transmises à l'extérieur avec évidemment les sons et quelques images, et surtout ça met le projecteur, il me semble, sur une anomalie, puisqu'on se dit mais comment est-ce possible qu'il y ait finalement autant de portables dans l'univers carcéral qui permettent de gérer les trafics. Et de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy n'est pas traité comme les autres, parce que, comme j'ai lu avec beaucoup d'humour, quelqu'un disait c'est peut-être le seul détenu qui, lui, n'a pas de portable. Oui, mais il a un téléphone en cellule d'isolement. Mais effectivement, sur les téléphones portables, c'est une problématique. Un téléphone à fil, un filaire. Oui. Lui, toutes les cellules sont occupées d'un téléphone filaire, avec la possibilité de s'abonner et d'avoir un téléphone en quasiment illimité.
Là, en l'occurrence, les détenus qui ont des téléphones portables, c'est pour, au contraire de ce qui a pu être dit quand on a installé ces téléphones fixes, c'est évidemment pas pour appeler leur famille, c'est pour continuer leur trafic ou pour aller sur Internet. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils en ont encore aujourd'hui, que ça leur coûte très cher de les faire rentrer en détention. Alors les moyens pour les faire rentrer sont innombrables, hein, je vais pas les lister, mais enfin évidemment il y a les parloirs qui peuvent être une cause, mais il y a de nombreuses causes qui permettent l'introduction de téléphones portables en détention. Nous, ce qu'on reproche à titre syndical, c'est le manque de moyens que l'on nous donne pour lutter efficacement contre les téléphones portables. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Quand on découvre un téléphone portable en détention, pour le détenu, c'est quasiment non impactant. C'est-à-dire qu'il va y avoir aucune conséquence sur sa détention, puisque d'un point de vue disciplinaire, on ne peut faire quasiment rien. Auparavant, on avait ce qu'on appelait les réductions, les crédits de réduction de peine qui permettent d'allonger les durées de peine des détenus lorsqu'on détrouvait des objets, mais ça a été supprimé par l'avant-dernier garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti. Donc on n'a plus de crédit de réduction de peine pour sanctionner ces détenus de ce comportement. Donc aujourd'hui, en réalité, c'est comme la consommation de stupes ou le trafic de stupes en détention. Il n'y a pas grand-chose. Yvan Gombert, il y a une grosse surpopulation carcérale. Hein. Est-ce que les gens qui ne sont pas dangereux pour la société, comme Sarkozy, ce serait pas mieux de les mettre sous bracelet électronique chez eux, mais en supprimant les remises de peine? Parce que quand vous avez un casier vierge, vous faites la moitié de votre peine. Ce serait pas mieux de les laisser chez eux avec un bracelet électronique, mais sur toute la durée de la peine? Alors là, pour le président, il a 70 ans. Il est prévenu en fait, il n'est pas condamné, donc on peut pas le mettre sous bracelet électronique classique. Par contre, on peut le mettre sous, alors c'est un terme technique, mais sous ARCE. Donc il aurait été éventuellement possible de le mettre en bracelet électronique, mais sous un format un peu particulier. Oui. Oui. Je pense que sur des profils comme ça, d'ailleurs, c'est prévu. Le bracelet électronique fait justement, notamment pour les non dangereux, les condamnés non dangereux. Ouais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Yvan Gombert, secrétaire national du syndicat FO des directeurs de services pénitentiaires. Merci, et tout de suite l'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est la bande, la BD d'Astérix en Lusitanie qui vient de sortir, Philippe, avec Noël Esnault qui est avec nous. Bonsoir, vous êtes responsable de la librairie Bulle de Salon dans le 17e arrondissement. Bonsoir Noël Esnault. Alors, bonsoir. Astérix Obélix, c'est peut-être le duo français le plus connu du monde. Après Cécile et Bénévus et Philippe David. Clairement. Même Napoléon et Joséphine étaient moins connus. Bien sûr. Est-ce que vous qui êtes libraire, il y a une demande énorme d'un qu'un Astérix sort, et c'est pas tous les jours qu'il en sort, hein? Oui, c'est toujours sans aucun doute, une des plus grosses licences bande dessinée de toute génération confondue. C'est toujours un événement quand il en sort un, et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que sur celui-ci, le tirage a encore été assez hallucinant. Ça veut dire qu'il y a déjà des précommandes ? Oui, alors c'est sympathique parce que c'est un petit peu arrivé avec les nouvelles habitudes de consommation. Je sais que même sur une petite librairie comme la nôtre, le fait de pouvoir mettre un flash code pour précommander son Astérix, les gens jouent le jeu. Il y a un engouement pour être sûr le jour J d'être parmi les premiers à repartir avec son album. Est-ce que l'arrivée de Didier Conrad, par exemple, a changé quelque chose ou finalement c'est dans la continuité ? C'est dans la continuité, je crois. Il y a une véritable fidélité, amour pour la série. Et puis, comme je dis, il y a un côté intergénérationnel. C'est vraiment un album familial qui est aussi bien là pour les petits derniers que pour les plus anciens. Et puis on n'est pas très loin de Noël, donc on sait que ça va encore plus accentuer. En tout cas, on sait que ça fera plaisir. Virginie Calmez, qui ressemble à Falbala, vous posez une question? Je le prends très bien. Est-ce que vous êtes des fans d'Astérix tous les deux, Philippe Bilger? Moi, j'ai beaucoup lu. Je ne suis pas un fan, mais j'en ai lu et c'est une des rares bandes dessinées que j'aime bien. C'est vrai. Vous en avez acheté à vos enfants? C'est la quintessence de l'esprit français de résistance et de drôlerie. Mais est-ce que vous en avez acheté pour vos enfants? Est-ce que pour vous l'acheter, c'est automatique?
En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que mes enfants, alors qu'ils sont un peu plus âgés maintenant, 16 ans et 19 ans, ont aimé Astérix aussi. C'est-à-dire ce que vient d'être exposé, ce côté transgénérationnel. Absolument. Il est quand même assez fabuleux. Et c'est chouette, dans un monde qui perd complètement ses repères, de se dire qu'il y a encore des choses qui tiennent. Je ne sais pas si c'est encore le cas de Tintin, mais Astérix, ça résiste. C'est une bonne question. C'est une bonne question, Par oui. rapport à Tintin. Alors si Tintin, justement, ça marche toujours très fort, même auprès des nouvelles générations. Et voilà, on pourrait en parler pendant des heures sur les raisons, mais moi je sais que je suis content parce que ça montre qu'en fait, même si on pourrait penser que les technologies dans Tintin, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, chez les Gaulois non plus, et tout, mais Tintin, en tout c'est cas, le voyage. Il y a des érudits absolus dans le domaine de Tintin. Ah oui, mais puis c'est un rythme, Tintin, en fait. Mais est-ce que... Moi, je vais vous avouer, mes parents m'ont fait aimer l'histoire, notamment en lisant en premier le Tour de Gaulle d'Astérix, où il y avait toutes les villes avec les noms latins, Burdigala, Tolosa, etc., Massilia. Et est-ce que finalement, Lugdunum, absolument, Borvo, c'était la grande boule. Et est-ce que c'est pas Astérix, c'est pas un merveilleux vecteur pour faire connaître la France? Alors là, la Lusitanie, évidemment. Hein. Ouais. En fait, c'est Astérix, il y a plein d'aspects qui sont sympas. En fait, il y a surtout, je pense, à un second degré, une autodérision justement sur ce qu'est l'esprit français, qui est toujours aussi charmeur, puisque il y a... En fait, il y a une espèce de bienveillance à se moquer, à caricaturer certains traits. Justement, le Tour de Gaulle, c'est un bon exemple parce qu'on voit les différentes régions avec les hommages. Il y a l'hommage à Rému, il y a notamment quand ils y sont à Massilia. Enfin, c'est donc je pense que ça contribue grandement au succès. À côté, on se prend pas trop au sérieux, quoi, et on a de l'autodérision. Eh bien, merci mille fois, Noël Esnault. En plus, vous vous appelez Noël, c'est quand même dingue. Responsable de la librairie Bulle de Salon dans le 17e arrondissement, et au 0826 300 300. C'est Elodie qui est avec nous, qui nous appelle de Mercus Garabet, pardon. Bonjour Elodie. Bonsoir. Oui, bonjour. Mais bonjour à vous. C'est en Ariège, ma chère Elodie. Voilà, ça. Oui, tout à fait. Très jolie, en tout cas c'est une très jolie commune, hein, visiblement. Alors, ma chère Elodie, on finit la saison, pas la saison, mais en tout cas la semaine avec vous. Je sens que l'écurie n'est pas loin, hein, je vous le dis tout de suite. Va être longue. Donc vous avez remporté ce premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec plus de 20 000 livres disponibles dedans. On est très heureux de vous l'offrir, puisque forcément, Noël bientôt. Vous faites quoi dans la vie, Elodie? Oui. Je suis buraliste et libraire. Oh, magnifique. Et justement, je vends des Astérix. C'est ça, très bien. En tout cas, on vous félicite. Merci en tout cas de nous écouter. Vous nous écoutez souvent? Merci. Tous les jours, tout le temps, depuis très longtemps. Je vous adore tous. Merci à vous et surtout continuez comme vous êtes. Allez, pour Elodie. Bravo, bon week-end, Elodie. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup. On vous embrasse. On embrasse Philippe Bilger aussi. On embrasse Virginie Calmels aussi. On se retrouve lundi à partir de 18h. En attendant, notre Alex Priam est avec nous en direct. Bonsoir Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir les vraies voix. Et ce soir, bien entendu, c'est un hommage collectif au rugby et à une grande famille. Une très grande famille qui a perdu un des leurs, c'est la famille Herrero. André Herrero est décédé et nous dédierons absolument toutes nos émissions du week-end à André Herrero et à la famille avec laquelle nous avons un lien absolument particulier, vous le savez, sur Sud Radio. On en parlera d'ailleurs dans un instant. Ce lien familial très fort dans la famille Herrero avec Philippe Spanghero. Avant évidemment, cette 8e journée de Pro D2 que vous vivrez jusqu'à 23h sur notre antenne et tout au long du week-end avec le Top 14 et nos consultants et nos invités. Merci beaucoup, Alex. On retrouve dans un instant le temps de remercier Max, de remercier Zach, Justine, bien entendu, François Louis et Antoine. Et merci Philippe David. Merci Cécile de Ménibus. On vous souhaite un très très joli week-end. Faites attention à vous. On se retrouve lundi à 18h. Salut. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.